matin à tous. Écoutez, merci de me donner la possibilité de m'exprimer au nom du MADEF parce que c'est une mécanique qui est bien évidemment chère pour nous. Nous avons une commission qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur la mise en œuvre de la dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire sur l'amont, ce qui permet finalement de susciter l'envie d'entreprendre. Nous avons beaucoup travaillé sur l'accompagnement des entreprises, notamment le financement des entreprises, sur le fait qu'il y avait cette vallée de la mort, sur la condition des pigeons, au moment où il y a eu les assises d'entrepreneuriat. Et nous allons nous focaliser maintenant sur 2017, sur les réseaux d'accompagnement, sur l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres très rapidement en introduction. On a une dynamique entrepreneuriale en France qui est absolument excellente, si on en juge les chiffres. On a à peu près 188 000 entreprises qui ont été créées, c'est plus de 10%. Quand on regarde les travailleurs indépendants qu'il faut intégrer dans cette dynamique entrepreneuriale, j'ai envie de dire que le stock était à peu près, n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il y en a 300 000 qui ont été radiés, mais 300 000 qui ont intégré les régimes. Mais quand on regarde les 300 000 qui sont devenus travailleurs indépendants, eh bien on s'aperçoit que plus de 50% d'entre eux sont d'ores et déjà dans une dynamique de facturation. Et donc ça, c'est un élément important parce que ce sont bien évidemment des progressions qui amèneront peut-être à des projets entrepreneuriaux plus structurés. Quand on regarde les auto-entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs eux-mêmes, on en avait à peu près 15 000, on est en train de doubler. Et ça rend finalement une très forte légitimité sur ce régime qui permet d'accompagner cette dynamique entrepreneuriale. Et enfin, le dernier point qui est quand même à prendre en considération, le portage salarial, qui peut être aussi une antichambre à la dynamique entrepreneuriale, a progressé de plus de 30%. Il y a à peu près 80 000 salariés portés en France et la tendance et la projection, ce sera à peu près 500 000 d'ici les 5 prochaines années. Donc on est sur une dynamique qui est très forte de la dynamique entrepreneuriale. Que dire sur l'écosystème entrepreneurial? On a probablement le meilleur écosystème au monde. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se le rappeler. Vous y contribuez largement. C'est utile de le dire parce que face à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons ou en Europe, on a un dispositif qui est sans précédent, à la fois pour la qualité des réseaux d'accompagnement, à la fois pour la qualité des structures d'accueil, qui soient toutes les formes de pépinières, et également sur la qualité du financement. Et je dis ça sans envoyer finalement, je rends à César ce qui est à César sur le financement que fait BPI auprès des jeunes pousses. C'est sans précédent, mais également ce que font les régions au travers de différents dispositifs, souvent accompagnés d'ailleurs par BPI qui porte son expertise. On a là une structuration financière qui est bien évidemment très encourageante. Et il faut quand même le souligner. L'autre point, c'est que en termes de simplification de ce qui a été apporté aux entrepreneurs depuis ces dernières années, c'est réel. Je pense qu'aujourd'hui, autant il y avait une vraie difficulté il y a quelques années pour créer son entreprise parce que ça restait un parcours du combattant, ça ne l'est plus. Ce n'est plus un obstacle à la création d'entreprise. Et donc cette simplification aujourd'hui rend beaucoup plus accessible la création d'entreprise. Et évidemment, la transition numérique, cette révolution digitale, facilite grandement le démarrage entrepreneurial. Alors tout ceci nous conduit à avoir des beaux projets. Et vous avez contribué très largement à faire en sorte que ces projets qui arrivent soit devant des financeurs, soit devant leurs clients, sont beaucoup plus structurés qu'ils ne l'étaient par les années passées. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un BP, une analyse stratégique, que ce soit pour monter un kebab halal dans un quartier, eh bien on fait un BP, on fait un exécutif summary, ou que ce soit bien évidemment pour faire une start-up dans l'innovation qui conduit à nous amener ECES. Donc on a une structuration des dossiers qui est véritablement forte. Alors, là où il faut que l'on soit attentif, c'est bien évidemment sur les réseaux d'accompagnement où, comme je vous le disais en introduction, beaucoup a été fait sur l'amont, sur cette envie de créer l'entreprise. Donc comment on essaye de mettre une petite graine, on va dire, et de faire en sorte que l'envie pousse. Et puis comment on arrime ce désir entrepreneurial au réseau d'accompagnement. Et là, il y a eu beaucoup d'initiatives et de tentatives, et globalement qui n'a pas été couronné de succès. Il y avait précédemment une agence qui était l'agence pour la création d'entreprises qui fédérait un écosystème qui était une tour d'observatoire très forte, qui a été remplacée par une agence France Entreprise qui finalement a du mal à trouver son rythme.
on a cet écosystème bouillonnant et on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver chaussures à leur pied en termes d'accompagnement. Nous avons lancé au MEDEF une initiative qui s'appelle les Déterminés. Donc on a pris depuis maintenant une vingtaine de jeunes issus des quartiers au rythme de 2 fois par an. On travaille l'envie d'entreprendre. Une fois que l'envie d'entreprendre est activée et qu'ils ont la ferme volonté de développer leur business, on essaye de les arrimer à un réseau d'accompagnement. Et c'est là où, globalement, quand ils repartent dans leur région, il y a des misfits. Quand vous êtes un jeune entrepreneur et que vous voulez monter un salon de coiffure ethnique et que vous allez voir le réseau entreprendre, il y a un décalage entre l'exigence du réseau entreprendre et finalement le business model de ce jeune tout à fait valeureux. Donc on a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver les bons réseaux d'accompagnement, voire même qui se soldent par des échecs parce qu'il n'y a pas la bonne adéquation. Et tout ceci nous montre que le fléchage n'a pas été correctement opéré. Et donc il faut réfléchir sur un fléchage. Est-ce que c'est au travers des chambres de commerce qui ont cette légitimité-là au travers de la formalité? Est-ce que c'est au moment où on s'inscrit? Mais il faut maintenant travailler sur les dispositifs de fléchage. Il y a, on va dire, un écosystème qui est encore très dense. Pour le moment, les régions qui veulent récupérer fortement cette compétence économique, eh bien, c'est très inégal au regard des régions. Les préfectures offrent encore un certain nombre de dispositifs. Et quand les communes s'y mettent ou les intercos s'y mettent, eh bien, pour le moment, on va dire que si l'écosystème est le meilleur au monde, la structuration de cet écosystème est encore très largement insuffisante. Nous avons une responsabilité, nous, organisation patronale, d'essayer finalement d'insuffler cette dynamique. Les CCI qui viennent, eh bien, ils ont réélu l'ensemble des présidents, doivent maintenant se poser la question de la façon dont on intègre pleinement les réseaux d'accompagnement qui jouent un rôle clé, puisque vous le savez, une entreprise qui est accompagnée a un taux de survie à 5 ans de plus de 70%, c'est 80% à 3 ans, et bien évidemment, ceci doit être démontré. Alors, une fois que l'on a dit cela, il faut également sensibiliser des acteurs clés qui sont les entreprises. J'ai envie de dire, on va ranker les entreprises par ordre. Il y a les grands groupes qui jouent un rôle important, dont l'essaimage maintenant est quelque chose qui est acté dans les grands groupes. Je vais le dire en toute transparence, sans parler de langue de bois, il faut également que les grands groupes fassent très attention parce qu'ils commencent... Alors, je sais pas, il y a des journalistes ou pas? Oui. Les grands groupes doivent faire très attention à la façon dont ils intègrent les jeunes entreprises parce qu'on voit apparaître beaucoup d'initiatives, incubateurs virtuels, d'offres pour ces entrepreneurs qui viennent pitcher avec enthousiasme, pensant peut-être décrocher un marché important. Et puis, in fine, ils participent à la culture digitale du grand groupe qui consomme, abuse parfois de ces jeunes entreprises sous prétexte que l'on met en place un incubateur dédié, on va dire, à l'innovation de leur modèle. Et donc, j'avertis en tout cas les grands groupes de faire extrêmement attention. L'unité de temps d'un grand groupe n'est pas le même que celui d'un entrepreneur. Un entrepreneur, quand il pitch pour un grand groupe, il a un intérêt et il faut faire attention de ne pas casser cette relation inter-entreprise. C'est très facile finalement d'avoir plein de jeunes pousses qui arrivent. Ça participe souvent à l'innovation qu'attendent le grand groupe parce qu'il faut former des dizaines de cadres à cette transition numérique. Et parfois, on utilise un peu trop souvent ces jeunes entreprises qui passent un temps fou à pitcher, mais dont le retour sur investissement n'est pas toujours là. Et donc, il faut faire attention. Ensuite, une fois que j'ai dit cela, il y a tout de même des grands groupes qui intègrent cette dimension. On peut les citer, La Poste, qui a parfaitement bien saisi l'importance du sujet, Thales, qui a saisi l'importance aussi, et donc qui essaye d'ouvrir des incubateurs avec des budgets, qui s'attellent à faire en sorte que l'incubation des projets qui peut donner lieu à un contrat eh bien, se fasse dans la logique de la non-dépendance économique ou de la non-réintégration du collaborateur. Mais nous avons là, nous, organisations, des vrais sujets à travailler auprès des grands groupes. Il y a les entreprises de taille intermédiaire qui s'y mettent, et ça c'est un élément important, et ces grandes entreprises, d'entreprises de taille intermédiaire, on en a à peu près 4500, aujourd'hui ces entreprises utilisent souvent ces jeunes entrepreneurs dans une logique d'outsourcer la recherche et l'innovation.
ils ont moins de moyens par rapport aux grands groupes et donc elles ont la capacité finalement d'offrir à ces jeunes entrepreneurs la capacité de pouvoir exprimer leur modèle. Il faut faire attention aux pôles de compétitivité qui sont, on va dire, c'est très inégal et qui peuvent parfois mettre les entrepreneurs dans une situation à peu près analogue à ce que je disais tout à l'heure, où on travaille sur des projets collaboratifs, on a du financement qui arrive et c'est une bonne chose, mais bien souvent dans ces pôles de compétitivité où les projets sont incubés, rares sont les entrepreneurs qui signent un accord commercial, rares sont les entrepreneurs qui signent un processus d'industrialisation, et donc on peut avoir des projets qui n'aboutissent pas, et qui rejaillissent quelques années après auprès de l'entreprise, et l'entrepreneur pourra peut-être se sentir spolié. Donc nous devons restructurer cette approche, on va dire, entrepreneuriale au sein des pôles de compétitivité, et bien évidemment les incubateurs qui sont au plus près de ces pôles doivent avoir un rôle important. Et enfin, la dernière catégorie, qui sont les PME, elles ont besoin de cette dynamique entrepreneuriale qu'elles peuvent aller sourcer auprès des incubateurs pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elles ont elles aussi la capacité de pouvoir piocher de l'innovation. Mais la deuxième raison, elle est probablement plus importante, c'est que vous avez bon nombre d'entreprises qui n'ont pas encore identifié les opportunités de croissance, et si on le dit de façon directe, les menaces de la digitalisation sur leur business model. Et bien souvent, elles raisonnent de façon symétrique, c'est-à-dire de regarder le concurrent qui est en face, parfois plus gros, parfois plus fort, plus grand, mais elle a une capacité moindre à regarder le compétiteur qui est émergent, dont le produit qui sera mis en avant ou l'offre de service innovant pourra peut-être être accessoire, enfin, comment dire, elle sera une offre de service qu'elle mettra en avant, qui ne répond pas, enfin, qui n'est pas la symétrie de l'offre de produits ou de services de la PME, mais qui, in fine, va rejoindre cette logique commerciale qui peut être dangereuse. Et donc, les PME doivent maintenant essayer de travailler mieux avec cet écosystème. C'est compliqué, compte tenu du fait que, une fois de plus, ce sont des petites unités que le chef d'entreprise a la tête dans le guidon, mais c'est une véritable opportunité et nous sommes là pour aussi identifier ces difficultés auprès de nos entrepreneurs. Enfin, le dernier point, c'est véritablement de renforcer les réseaux d'accompagnement et d'avoir un programme structurant sur les réseaux d'accompagnement. Comme je vous le disais, on a beaucoup travaillé sur l'amont, beaucoup travaillé sur l'aval, et il n'y a pas aujourd'hui de dispositif qui permet de pouvoir structurer le financement des réseaux d'accompagnement. J'ai envie de dire que d'ailleurs, le bénévolat est très fort dans cet écosystème. Bon nombre d'entrepreneurs donnent du temps, coachent. Certains payent pour pouvoir accéder à ces réseaux d'accompagnement sans forcément prendre des actions de ces entreprises, parce qu'on a un écosystème qui est assez vertueux, et il faut le rappeler, parce que bon nombre d'incubateurs tiennent par l'engagement des entrepreneurs ou d'anciens startups qui ont été incubés et qui viennent repasser du temps. Et donc, pour pouvoir structurer, parce que c'est assez dangereux à terme, parce que le risque de délitement est réel, il va falloir s'atteler aux questions de financement. Alors, la question de financement, elle peut être variée, mais une responsabilité probablement est celle des chambres de commerce et de l'industrie, à qui l'ensemble des entreprises, finalement, paient de l'impôt. Nous avons beaucoup de sujets sur la façon dont les CCI peuvent être présents dans une qualité de service différente, et je pense que c'est une des responsabilités des chambres de commerce et de l'industrie de financer les réseaux d'incubation. Après, les régions qui veulent être beaucoup plus présentes sur l'écosystème a également sa part de responsabilité. Et enfin, je pense que nous devons maintenant réfléchir, et nous avons fait une proposition, nous, au MEDEF, en ce sens, c'est qu'un entrepreneur qui est accompagné par un incubateur, eh bien, dont le taux de survie est important, eh bien, doit bénéficier d'un certain nombre de dispositifs et d'accompagnement, que ce soit fiscal, que ce soit sur l'impôt ou sur les charges sociales. À partir du moment où il est dans une logique de croissance et que son taux de survie est important, il doit pouvoir bénéficier d'allègements, que ce soit sur ses premiers salariés ou un taux d'IS qui est fortement réduit, compte tenu du fait qu'il prend le pari de l'accompagnement. Enfin, le dernier point, c'est que nous avons un véritable sujet de formation professionnelle. Ça, c'est, on va dire, une porte ouverte que j'enfonce. Nous avons, on va dire, un système paritaire qui fonctionne, qui pourrait être optimisé.
auprès de l'ensemble de nos salariés, mais également auprès de l'écosystème entrepreneurial. Et nous avons toujours eu beaucoup de mal à utiliser cet écosystème de la formation professionnelle sur le fléchage des chefs d'entreprise. D'abord parce que le chef d'entreprise considère qu'il n'a pas à se former, ce qui est une erreur, mais ça c'est un autre sujet qu'on n'ouvrira pas là. Et nous devons maintenant trouver des dispositifs d'accompagnement pour faire en sorte que l'ensemble des formations qui soient dispensées et qui peuvent l'être au travers des incubateurs puissent être pris en charge plus facilement, plus fortement par la formation professionnelle. Voilà, je vous remercie.